sanglantes, des lettres de sang. De lettres sanglantes. Omar. Omar m'a tué. En lettres de sang. L'affaire Omar. Omar m'a tué. 10 lettres de sang, un prénom, tout est donc écrit sur le mur. Avant de mourir, Ghislaine Marchal a voulu désigner son assassin, un certain Omar, très vite retrouvé d'ailleurs, trop vite. En tout cas, cette faute d'orthographe, tuer, ER, va comme l'éclair faire la une de tous les journaux. Elle sera d'ailleurs corrigée dans un premier temps et devenir sans doute la plus célèbre de notre histoire criminelle. Trop simple, ce n'est pas ce que pense la justice, mais c'est ce que ne cesse de dire depuis presque 30 ans le jardinier marocain qui a été condamné pour le meurtre de sa patronne. Comment ça va? Et c'est ainsi qu'Omar Haddad va faire de son histoire l'affaire Haddad. Elle est au cœur de notre grand dossier ce soir. Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir à vous, William Molinier. Bonsoir, notre récit dans un instant sera celui de ce meurtre sur la Côte d'Azur, à l'origine donc du dossier. Un dossier dans lequel ensuite tout le monde va se mettre à chercher, et puis on va écrire, et puis on va parler, prendre position, comme Jean-Marie Roire, l'académicien, qui lui est un fervent défenseur d'Omar Haddad, qui sera notre invité pour le point de vue à la fin de ce grand dossier, l'avocate d'Omar Haddad également sur le plateau tout à l'heure. Mais voilà donc ce que l'on apprenait à la fin du mois de juin 1991. Est-ce le nom de son assassin que Ghislaine Marchal a tracé avec son sang juste avant de mourir dans sa maison de Mougins? Quelques lettres sanglantes qui forment un prénom, Omar. C'est pour l'instant la seule piste dont disposent les enquêteurs pour retrouver le meurtrier de la veuve du fondateur des célèbres usines Marchal. Il y a donc eu un crime et voilà le visage de la victime. Elle s'appelle Ghislaine Marchal. Ce n'est pas une célébrité vraiment sur la côte, mais ce n'est pas non plus n'importe qui, William. Oui, elle a 65 ans. C'est la fille d'un industriel qui est mort en déportation, issu d'une famille de la haute bourgeoisie versaillaise. Famille de 4 enfants. À 17 ans, elle se marie. Elle a un fils en 1945. Elle a alors 19 ans. 4 ans plus tard, le couple divorce et en 1965, en seconde noces, elle épouse Jean-Pierre Marchal, fils et héritier des usines Marchal, une entreprise spécialisée dans les équipements automobiles. Donc elle épouse un parti, on va dire, fortuné. Ils se séparent en 1977, mais ils ne divorcent pas. Et donc, à la mort de Jean-Pierre Marchal, elle va hériter d'une partie, en tout cas, de cette fortune. Et elle devient donc une veuve à l'assise financière plutôt, on va dire, aisée. Oui, cela lui permet de vivre bien, pas en milliardaire bien sûr, mais très agréablement en partageant son temps entre la Suisse et la France. Et en France, c'est à Mougins qu'elle s'installe. Très distinguée, très charmante et qui s'exprimait rudement bien. On la connaissait avec sa Rolls, mais qui est une Rolls qu'elle ne conduisait sans aucune prétention, qui était une vieille Rolls d'ailleurs, qui lui donnait l'allure comme cela. Et au bout d'une impasse, il y a sa propriété, la Chamade. C'est à la grille de la Chamade d'ailleurs que ses amis vont sonner le 24 juin. Oui, la veille, le dimanche, un peu avant midi, Ghislaine Marchal est au téléphone avec une amie, son amie Erika Serin, et elles conviennent de déjeuner le lendemain au domicile de Ghislaine. Conversation brève, écourtée. Pourquoi? Parce qu'elle a rendez-vous avec une autre amie, Colette Coster, pour déjeuner ce dimanche-là. Elle raccroche à 11h50, donc on est bien le dimanche, 11h50. C'est la dernière fois qu'un proche de Ghislaine Marchal entendra sa voix. Colette Coster qui s'inquiète de ne pas voir son amie. Elle tente de la joindre au téléphone. Elle va même sur place, devant le domicile. Il est alors 18h ce dimanche. Personne ne lui ouvre. Et le lendemain, comme convenu donc la veille, Erika Serin va chez Ghislaine Marchal pour le déjeuner. Il est 11h30 et donc on est le lundi 24 juin 1991. Il faut insister sur ces dates, elles sont importantes et elles le seront tout au long de ce dossier. Mais ce lundi, donc 24 septembre, sur place, tout est normal. L'alarme n'a pas été activée, on peut entrer et puis personne ne constate ni trace d'effraction, ni de cambriolage, mais pas de trace non plus de Ghislaine Marchal. Alors les gendarmes sont appelés en renfort. Oui, ils sont alertés dans la soirée, ils vont sur place dans la soirée. Première fouille, ils fouillent pièce par pièce, ils ne trouvent rien dans la maison. Ils vont s'attarder sur une annexe accolée à l'habitation principale, un escalier qui descend à la cave. Ils se retrouvent face à une porte métallique
Un des gendarmes tente d'ouvrir cette porte, mais il sent que quelque chose force et qu'il y a quelque chose derrière qui la bloque. Il pousse de toutes ses forces, il parvient même à la gondoler. Et là, dans l'entrebâillement, un de ses collègues va pouvoir passer le bras et voir qu'il y a un lit pliant derrière cette porte qui fait obstacle de l'autre côté. Il y a aussi un tuyau métallique au niveau du sol, perpendiculaire à la porte, qui bloque donc au niveau du sol cette porte. Ils parviennent finalement à entrer, mais après 20 minutes d'effort. Et derrière la porte, il y a ce que vous décrivez, comme si quelqu'un s'était barricadé, mais surtout la propriétaire des lieux. Et elle est morte. L'enquête débute donc sans attendre, car il y a des éléments sur les lieux du crime, et notamment une inscription. Omar m'a tué. Oui, première inscription dans un couloir sur la gauche, à environ 1 mètre du sol, sur une porte blanche. Cette inscription, Omar m'a tué, en lettres de sang plutôt bien formées. Il y a aussi une trace de sang sous l'inscription, un peu plus loin sur la porte de la chaufferie. Cette même phrase, mais avec le message comme s'il avait été inachevé. On s'arrête au T de Omar m'a tué. Une inscription, cette deuxième inscription est moins lisible, elle est plus proche du sol. Et dans le local de la chaufferie, eh bien, le corps de la victime est découvert, allongé, face contre terre, le corps enveloppé dans un peignoir ensanglanté. Il y a beaucoup de plaies, 5 coups violents à la tête, portés, on l'apprendra plus tard, avec un chevron, une plaie à la gorge, plusieurs plaies à l'arme blanche aussi, donc au thorax et au ventre. Une mort très violente. La victime, ça ce sont les rapports d'autopsie qui le diront, a très certainement agonisé au moins 15 minutes avant de décéder. Vous avez parlé d'un chevron, il y en avait un aussi sur le sol. On le note là encore pour la suite. À ce moment-là, les voisins, bien sûr, sont interrogés, et notamment Francine Pascal. Elle vit juste à côté. Son mât est voisin donc, de celui de Guylaine Marchal. Et c'est elle qui va évoquer un jardinier. Oui, elle dit dès le soir même aux gendarmes que Guylaine Marchal et elle ont le même jardinier, un certain Omar Haddad. Et ce Omar Haddad eh bien, est venu travailler le dimanche chez elle. Alors les gendarmes font rapidement une enquête de voisinage. Omar Haddad est de nationalité marocaine. Ils craignent dans un premier temps qu'il s'enfuit vers le Maroc. Donc évidemment, ils mettent des moyens pour le retrouver. Dès le lendemain, le 25 juin, il est recherché activement. Il est localisé chez sa belle-mère à Toulon, où toute la famille s'était retrouvée pour pour célébrer l'Aïd. Les gendarmes donc se rendent à Toulon, au domicile de la belle-mère, et Omar Haddad est arrêté. Alors, les témoins qui assistent à l'interpellation d'Omar Haddad raconteront notamment qu'à première vue, il ne s'est pas vraiment inquiété en voyant arriver les gendarmes. Pourtant, il va bien filer très vite en garde à vue. Oui, placé en garde à vue, longuement interrogé, il explique effectivement qu'il avait travaillé chez Francine Pascal le dimanche. Il concède que c'est relativement inhabituel parce qu'il s'était mis d'accord avec ses employeurs pour décaler ses 2 jours de repos au lundi et mardi pour pouvoir aller fêter l'Aïd en famille. On lui montre pendant la garde à vue des photos de la porte de la cave. Sur les inscriptions, il dit ne reconnaître qu'un seul mot, Omar. Il expliquera d'ailleurs plus tard que Omar, c'est le seul mot qu'il sache écrire. D'après le rapport des gendarmes de cette garde à vue, Omar Haddad n'a pas dit qu'il avait des difficultés en français et donc aucun traducteur ne vient, aucun interprète. Évidemment, cela donnera suite à de nombreuses controverses tout au long de la procédure, notamment aussi l'absence d'avocat à l'époque. Toujours est-il que Omar Haddad nie être l'auteur de ce crime et indique le rapport, il le souligne, Omar Haddad ne s'est jamais contredit sur sa version des faits. Il a été toujours constant dans ses déclarations et pendant ce temps-là, dans les beaux quartiers de Mougins où il travaille, donc pour quelques propriétaires aisés, personne ne l'imagine en meurtrier et certainement pas Francine Pascal. Il travaillait chez moi ici, il était là, il a coupé des choses là, il a changé des choses là, il s'est occupé des... Après, il est venu arroser partout parce que c'était sec et voilà. Je ne l'ai pas vu partir. Il est parti à 5 heures, mais je
Je ne sais pas si s'est absenté une demi-heure, mais je ne crois pas parce que nous étions là. Je ne vois pas du tout pourquoi il y aurait été. Et pour l'égorger, ça paraît une histoire invraisemblable. Sauf qu'il y a la solution écrite sur le mur, la clé d'énigme. Alors pourquoi les gendarmes en douteraient-ils? Ghislaine Marchal aurait, selon eux, été surprise dans la cave où elle réglait le chauffage de sa piscine et puis, dans un dernier souffle, eu la présence d'esprit de désigner son meurtrier. Maintenant, il faut comprendre pourquoi. C'est la question du mobile qui se pose. Et là aussi, tout va très vite. Oui, alors le mobile, c'est l'essence même du crime. Les enquêteurs tiennent leur homme, ils en sont convaincus, reste à trouver un mobile. Ils interrogent les proches, l'entourage. Pourquoi est-ce que Omar Haddad aurait tué Ghislaine, celle qui l'a accueillie sous son propre toit? Plusieurs éléments à charge sont trouvés dans la vie d'Omar Haddad. D'abord, l'addiction au jeu. Il va régulièrement au casino. Il dépense des sommes importantes par rapport à ses modestes revenus. Alors il joue à ce qu'on appelait à l'époque des machines à sous à 5 francs. Oui. On parle encore en francs. On parle encore en francs à l'époque. Les enquêteurs trouvent aussi des liens avec des prostituées et surtout, ils constatent qu'il a demandé des avances financières à ses employeurs. L'accusation a donc trouvé son mobile. Omar Haddad serait venu chercher de l'argent chez Ghislaine Marchal et les choses auraient mal tourné. Alors à ce stade, malgré l'absence d'aveu, en tout cas pour les enquêteurs, c'est bouclé. Francine Pascal, dont on a parlé et on l'a entendu, elle n'y croit pas du tout. Et c'est elle d'ailleurs qui va aider Omar Haddad à trouver un avocat. Et c'est ainsi que des ténors locaux se succéderont dans ce dossier. Mais entre les lettres de sang, la faute d'orthographe, la personnalité des protagonistes, eh bien, ce sont surtout les journalistes au départ qui vont être les premiers à douter, à se demander si on n'est pas allé un peu trop vite en besogne avec Omar Haddad. Les médias s'en emparent. Les gendarmes, eux, restent sur leur certitude, ils tiennent le coupable. Et à la fin de la garde à vue, que se passe-t-il ? Eh bien, le 26 juin au soir, après sa garde à vue, il est présenté à un juge d'instruction pour ce qu'on appelle l'interrogatoire de première comparution. Et dès le lendemain, eh bien, il est inculpé, l'équivalent de ce qu'on appelle aujourd'hui la mise en examen. Il est incarcéré à la prison de Grasse. Alors, qui est cet Omar Haddad ? Eh bien, il a 29 ans, il est né au Maroc, il est arrivé en France en 1985. À l'époque, il ne parle que le berbère. Son père, il est jardinier, lui aussi. Il travaillait chez Francine Pascal, la voisine donc, de Ghislaine Marchal, depuis une vingtaine d'années. Il est marié, sa femme, c'est une Française, elle s'appelle Latifa. Ils ont 2 enfants. Omar Haddad a de très très bonnes relations avec son employeur, Ghislaine Marchal, qui l'a aidé à s'installer en France. Elle a même embauché un temps sa femme comme femme de ménage. Aucun signe d'animosité entre Omar Haddad et Ghislaine Marchal. Alors Omar Haddad qui crie encore son innocence en prison, il va d'ailleurs entamer une grève de la faim, la première, il y en aura une deuxième. De son côté, la famille de Ghislaine Marchal va, elle, faire appel à Henri Leclerc et on verra quel affrontement cela sera lors du procès parce qu'à ce moment-là, il a en face de lui 3 avocats, mais quand le procès s'ouvrira, il n'y en aura qu'un seul. Oui, c'est Jacques Vergès, sulfureux, et cela ajoute aussi à l'ensemble qui va prendre la défense d'Omar Haddad. On fait un bond dans le temps de 2 ans, mais bien sûr, on y reviendra. Mais là encore, les choses sont allées vite, puisque dès 1994, le procès d'Omar Haddad s'ouvre. Il a été effectivement renvoyé devant une cour d'assises où il sera condamné à 18 ans de réclusion criminelle avec des circonstances atténuantes. On expliquera ça tout à l'heure. Et pour lui, dès qu'il est condamné, un autre combat commence, celui pour sa réhabilitation. Il répète ces mots comme un leitmotiv, je suis innocent. Alors nous les reprendrons tout à l'heure une à une, les zones d'ombre de ce dossier, parce qu'elles l'ont envahi. Mais on va évidemment voir ça de façon plus approfondie, mais on peut donner quelques exemples quand même. Oui, il y a par exemple comme zone d'ombre la date du crime. C'est un élément très très important parce que ça conditionne l'alibi d'Omar Haddad. Le 23 juin à 11h50, Ghislaine Marchal, je vous l'avais dit, elle raccroche son téléphone. Elle est encore en vie. Le corps n'est découvert que le lendemain. Donc si le crime a eu lieu le 24 juin, eh bien Haddad a un alibi puisqu'il se trouve à Toulon dans sa belle famille. Or, mais si le crime a eu lieu la veille, donc le 23 juin, là, Haddad se trouve à seulement 400 mètres de chez la victime. Il y a un premier rapport qui fixe l'assassinat probable
au 24 juin vers midi, mais les légistes, eux, au cours de l'enquête, ont fixé la mort vers midi le 23 juin, donc la veille, et le 23 juin à midi, Radad, il dit qu'il est rentré chez lui pour le déjeuner. Or, personne ne l'a vu. Personne n'arrivera à ce moment-là à l'identifier, mais pas de preuve dans un sens. Et malgré un espoir fou il y a 2 ans, rien non plus pour accuser quelqu'un d'autre. Alors Omar Radad, entre-temps, a été gracié et libéré. Ce matin, la porte de la prison s'est ouverte pour Omar Radad, condamné à 18 ans d'emprisonnement pour le meurtre de sa patronne Ghislaine Marchal en juin 1991. Il bénéficie d'une liberté conditionnelle après la grâce présidentielle accordée en 1996. Mais après 7 ans de détention, il reste déterminé à clamer son innocence. Votre combat n'est pas terminé ? Il n'est pas terminé, bien sûr. C'est-à-dire que vous tenez toujours à prouver votre innocence ? Bien sûr, parce que moi je trouve que c'est quelque chose, c'est pareil à n'importe qui. Il faut tous ensemble, on ne laisse pas la justice à faire des choses pareilles. Voilà. Libéré, mais toujours pas innocenté. Alors pour la justice, aujourd'hui, l'affaire est terminée. Les recours ont été épuisés pour le moment, en tout cas, mais pas pour ceux qui pensent qu'il y a une autre vérité à trouver dans ce dossier, à cause des doutes que l'on a commencé à évoquer. Alors on va cheminer pas à pas dans un instant. Un détective va même faire son apparition. Il sera avec nous sur ce plateau. L'avocate d'Omar Radad aussi, je vous le disais, vous restez bien sûr avec nous sur LCI. Et je combats jusqu'à mon dernier jour de ma vie pour la vérité. Parce que mon combat, déjà, bien sûr, c'est pour moi, pour mes enfants, pour ma famille, pour tout le monde, et moi aussi pour la justice française. Un combat pour la vérité, pour que son nom ne soit plus jamais associé à celui du meurtre de Ghislaine Marchal. Depuis plus de 25 ans, Omar Radad ne cesse de clamer son innocence et se dit victime d'une gigantesque erreur judiciaire. La suite de notre grand dossier sur LCI, Omar Radad, une vie dédiée à la réhabilitation. Ça, c'est l'enquête que nous vous proposons ce soir. Vous la verrez dans quelques instants. Vous en avez vu un extrait. Elle est signée Nivine Potros. Cela fait 25 ans, presque 30 ans même, qu'Omar Radad se bat. Lui qui en avait 29 lorsqu'il a été arrêté pour le meurtre de Ghislaine Marchal. Et depuis, 2 thèses s'opposent farouchement. Celle qui a été retenue par la justice et par la cour d'assises. La culpabilité, c'est aussi la thèse, en tout cas, des familles de la famille de la victime, et puis celle des avocats d'Omar Radad. Ils ont été nombreux, et puis de ces nombreux soutiens, deuxième thèse, l'innocence. Alors comment cette affaire, elle semblait très simple au départ, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, William, est devenue cette affaire dans laquelle on a fini par douter de tout, et bien peut-être parce qu'aujourd'hui encore, aucune preuve matérielle ne permet de désigner Omar Radad. Alors il était donc temps pour nous de remonter le fil de ce dossier hors norme. Et vous l'avez fait aussi, Sylvie Novakovic. Bonsoir. Vous êtes aujourd'hui l'avocate d'Omar Radad et cela fait 8 ans maintenant. Plus de 10 ans. Plus de 10 ans, vous vous battez à ses côtés. Roger-Marc Moreau, bonsoir. Vous aussi, vous êtes parti à la chasse aux incohérences et vous avez signé avec Christophe Deloire Omar Radad. C'est ce livre que l'on voit, contre-enquête pour la révision d'un procès manipulé. Les mots sont très forts, William Molinier, et on va aussi essayer d'être équilibré et d'entendre tout ce qui s'est dit et fait dans ce dossier. Quelle est aujourd'hui la thèse que je vais qualifier d'officielle? Oui, alors c'est la thèse sur laquelle la justice, en tout cas, s'est arrêtée. Récemment, le procureur Denis, je crois que c'était au printemps dernier, a dit, je cite, « Pour moi, l'affaire est finie ». On posera évidemment la question à Maître Novakovic. L'affaire, c'est celle d'un homme, Omar Radad, qui a été jugé coupable du meurtre de Ghislaine Marchal, condamné, on l'a dit, à 18 ans de prison. Pour la justice, les inscriptions, vous savez, ces fameuses inscriptions. Les lettres de sang. Voilà, Omar m'a tué, elles ont été écrites toutes les deux par la victime. Le mobile pour la justice, c'est l'argent, comme on l'a décrit tout à l'heure. L'alibi ne tient pas. En tout cas, la justice considère qu'il n'en a pas. Voilà donc ce qui a conduit la cour d'assises, les jurés, à condamner Omar Radad. Alors évidemment, c'est une thèse que vous combattez avec force. On disait l'affaire est terminée. On se trompe? Ah oui, complètement. L'affaire n'est absolument pas terminée, et loin de là, parce que lorsque j'ai été
absolument choquée d'entendre monsieur le procureur de Nice, effectivement, monsieur Prêtre, indiquer de toute façon que l'affaire était terminée pour lui, et aux journalistes en plus, sans s'adresser à l'avocat d'Omar Haddad que je suis. Eh bien, j'ai immédiatement formé un recours auprès de monsieur le procureur général de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence pour dénoncer effectivement le fait que je trouve scandaleux qu'on ait mis des années, effectivement, des mois et des années pour à chaque fois faire des demandes d'actes. À chaque fois, il se déroule, à chaque demande d'acte, il y a 1 an qui se passe. Donc déjà, premièrement, et surtout parce qu'on n'a pas fait droit à mes demandes. Comme par exemple, un exemple tout bête, on retrouve mélangé au sang de la victime, on en trouve 4 ADN, dont un qui a matché ce qu'on appelle avec le FNAG, Fichier National des Empreintes Génétiques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est peut-être le potentiel coupable. Quand vous avez un potentiel coupable qui est retrouvé, qu'est-ce qu'on fait? Immédiatement, on mène une enquête, on convoque cette personne, les personnes qui est identifiée, et on la confond, on l'interroge, et on fait en sorte de ne pas médiatiser. Sauf que là, on annonce publiquement devant les journalistes, aux médias, on annonce qu'on a retrouvé effectivement quelqu'un qui a matché avec le FNAC, on l'annonce et puis on laisse 1 an passer. Alors, il faut avant de l'identifier. Ça matche une première fois, mais pas une deuxième. Ou, en tout cas, je crois qu'il y a eu une erreur de saisie. En tout cas, c'est ce que le procureur a expliqué, c'est qu'il y a eu une erreur de frappe au moment de la saisie dans le FNAEG de cette personne. L'expert a indiqué que cela matchait à 80%. Pour les 20% restants, afin d'être certain effectivement que ce soit la bonne personne, il y avait une deuxième il fallait expertise. comparer avec l'expert, il fallait comparer avec la personne en question, la personne dont le nom est sorti. Ça a mis 1 an. Et ça a dit quoi? Et le rapport ensuite nous dit, le rapport que je vois 1 an plus tard, indique que finalement, comme vous indiquez, que finalement c'est pas le bon du tout, mais alors c'est plus 80%, là c'est rien du tout. Donc déjà, il y a une incohérence évidente. Et dans ces conditions, j'ai demandé une contre-expertise. Une contre-expertise pour qu'un autre expert puisse vérifier cela, sachant que dans le rapport d'expertise, il manquait ce qu'on appelle, mais c'est trop technique, mais des allèles, etc. Je ne voudrais pas qu'on soit trop technique et je voudrais qu'on avance aussi et qu'on revienne sur tout ce qui Donc s'est en passé, un mot, ce rapport est totalement contestable, rapport d'expertise archi contestable. J'ai demandé une contre-expertise. Monsieur Prêtre a refusé ma contre-expertise. J'ai demandé également, parce qu'il y avait 3 ADN qui n'étaient pas mélangés au sang qui étaient mélangés au sang de la victime, mais qui n'avaient pas matché avec le FNAG. Il fallait absolument comparer avec l'entourage de la victime. Ça n'a pas été effectivement accepté. Et c'est ça que vous avez obtenu? J'ai obtenu devant le procureur général qu'on a fait droit à mes recours. Et aujourd'hui, bien sûr, monsieur Prêtre doit faire ses actes. Et c'est bizarre, il ne me dit pas à la presse depuis le mois de juillet que le dossier est réouvert. Alors parce vous nous ouvert. le dites, il y aura donc de nouvelles comparaisons Absolument. De ces ADN. Roger Marc Moreau, on va réécouter ce que vous disiez, vous, en 2001. Mes investigations ont permis de rassembler un faisceau de présomptions qui démontrent l'implication d'un certain nombre de personnes. Ces éléments ont d'ailleurs été déposés, remis à la commission de révision de la Cour de cassation, qui depuis plus de 2 ans actuellement entend et réentend les personnes que j'ai moi-même entendues à l'époque et dont j'ai relevé les dépositions. Sauf que cette piste-là, ou ces pistes que vous aviez ouvertes, elles n'ont conduit, elles non plus à personne. En fait, nous étions persuadés que la commission de révision et le conseiller rapporteur qui avait été nommé faisaient des investigations. Et en fait, c'est ce que vous dites là. Oui, c'est parce qu'on nous le disait. Comme aujourd'hui, on nous dit qu'on allait vérifier tous les ADN. Et en fait, ça n'avait pas été fait. Les personnes que Jacques Vergès avait notifiées dans la requête en révision n'ont pas été entendues. Si je vous pose la question, parce qu'évidemment c'est la question qu'on se pose, si ce n'est pas Omar Haddad, alors qui est-ce? Vous avez une réponse à me donner? Alors oui, on a des soupçons. Et ça fait partie d'ailleurs de la liste des personnes qui ont été soumises actuellement au procureur général, de manière à ce qu'il fasse des comparaisons avec les ADN découverts. Moi je dirais tout de suite que ça ne peut pas être Omar Haddad. Alors ça, on verra. Pourquoi tout à l'heure vous avez cette conviction, et on le disait, d'autres en ont une autre, on entendra aussi également les avocats de la famille de Ghislaine Marchal. Alors on va voir les hypothèses.
une hypothèse, un autre Omar peut-être, que la victime aurait pu confondre avec Omar Haddad, et puis d'autres suspects qui effectivement sont arrivés dans ce dossier. Tout dans l'affaire Omar Haddad prête à la polémique et au rebondissement de tout genre. Dernier en date, ce témoignage paru hier dans le quotidien marocain El Alam. Un homme émigré marocain désigné sous les initiales de MM affirme connaître le véritable assassin de Ghislaine Marchal. Il s'agirait d'un Français âgé de 32 ans. Le témoin partageait sa cellule à la prison de Clairvaux. Appelé ici FB, ce Français lui aurait tout avoué. Sa fiancée travaillait chez Madame Marchal. Congédiée pour vol, elle lui aurait livré tous les détails sur la villa de sa patronne et sur le jardinier, Omar. Surpris en plein cambriolage par Ghislaine Marchal, FB l'aurait tué et pour masquer son crime aurait écrit la fameuse phrase qui allait impliquer Omar Haddad. Témoignage à prendre avec d'infinies précautions. Mais il s'ajoute à une série d'éléments qui maintiennent le doute sur la culpabilité de Haddad. Un instant évoqué la piste d'un autre Omar dans l'entourage de la victime, puis un nouveau témoin présenté par la défense à la presse. Rien qui jusqu'ici n'ait changé la décision de la justice. La Cour de cassation l'a confirmé en mars dernier. Omar Haddad est toujours coupable du meurtre de Ghislaine Marchal. Il continue de purger une peine de 18 ans de prison. C'est un sujet qui a été fait à l'époque, à l'époque où, voilà, j'ai pris cet exemple qui n'a pas convaincu la justice, comme d'ailleurs jusqu'à présent, on va le voir, aucun autre, et notamment sur cette demande de révision. Omar Haddad n'aura pas d'autre procès. La Cour de révision a en effet refusé aujourd'hui cette deuxième chance au jardinier marocain, condamné à 18 ans de réclusion pour le meurtre de sa patronne, Ghislaine Marchal, en 91. Enquête de Yamina Zouta et Jean-Claude Duchesne. Merci. Voilà. Omar, c'est pas bon. Sur le visage d'Omar Haddad, la déception. Il n'y aura pas de second procès. Sa condamnation devient définitive. Voilà, ce sont les archives que nous avons retrouvées. Ça, c'était en 2002. Est-ce que vous avez fait la liste du nombre de fois où la justice vous a dit non quand vous lui avez demandé de faire quelque chose? Oh là là. Déjà, je tiens quand même à préciser que quand ils sont passés devant la commission de révision et le procureur général ont voulu cette révision. Et donc, ça a été renvoyé ensuite devant la Cour de révision qui, en 2002, a finalement décidé de ne pas réviser. C'est un point important quand même, c'est que... Ce qui est arrivé d'ailleurs dans un certain nombre d'autres dossiers. Exactement. Donc quand même, il y a une première commission qui a considéré qu'il y avait lieu à révision. Ça, c'est une première observation. Deuxième observation, c'est que quand j'ai été saisie en 2008, j'ai tout de suite tapé à la porte du garde des Sceaux, parce qu'à l'époque, n'existait pas la loi du 20 juin 2014. Et il est vrai qu'on ne pouvait pas faire des demandes sans que si le dossier n'était pas ouvert. Et malheureusement, à chaque fois, je me cassais, si je puis dire, les dents, si on peut dire vulgairement. Mais par contre, en revanche, à un moment donné, on m'a écouté, on m'a entendu. Et on a accepté effectivement de retrouver ces ADN, de vérifier effectivement s'ils pouvaient appartenir à d'autres personnes, s'ils matchaient avec le FNAG. Sauf qu'il n'y avait pas assez de matière. Et quand on m'a dit, écoutez, il n'y a pas assez de matière dans ces conditions, nous sommes incompétents pour statuer. Et c'est là, effectivement... Il a fallu aller en chercher un peu plus. Au niveau de la loi. Et c'est la loi qui a permis à l'avocat, qui permet désormais à l'avocat, c'est une loi du 20 juin 2014 créée sous l'égide de Alain Touret et Georges Fenech, qui permet maintenant à un avocat, avant toute demande en révision, de faire des demandes. Et c'est la demande que j'ai faite, c'est qu'on reprenne les portes qui étaient sous scellées, qu'on reprélève la matière et qu'enfin on sache à qui appartiennent ces ADN qu'on a retrouvés mélangés au sang de la victime. Je dis bien mélangés au sang de la victime, parce qu'on nous dit ce sont des ADN de contamination. Exactement, des ADN de contamination. Non, car c'est mélangé au sang de la victime, ça n'est pas possible. Voilà où on en est aujourd'hui. On va reprendre aussi dans un instant toutes les étapes et toutes les questions, toutes les zones d'ombre, tout ce qui se pose. Alors Omar Haddad, on le rappelle, a obtenu une grâce présidentielle, une grâce partielle qui ne l'innocente pas, mais qui lui a permis ensuite d'obtenir sa libération conditionnelle. Il faut rappeler aussi qu'il a dû se battre pour être libéré, Omar Haddad, parce que la garde des Sceaux, à l'époque, il avait trouvé un emploi une fois, deux fois, et il a fallu attendre le feu vert de la chancellerie. Tout à fait. À l'époque, la garde des Sceaux disait qu'il y avait un risque s'il était pris chez la personne qui lui proposait un emploi, car c'était une femme seule, il risquait de récidiver, a-t-elle dit. C'est pourquoi il y avait refusé à cette libération conditionnelle, qui avait été acceptée par la suite. Alors,
On a bien compris quelle était votre stratégie aujourd'hui. On est presque 30 ans après, c'est ne pas baisser les bras. Ne jamais baisser les bras et savoir la vérité. Parce qu'au-delà de se faire innocenter, la volonté de Omar Haddad, que j'ai régulièrement au téléphone, c'est de trouver le véritable coupable. Ça, c'est très important. Il veut absolument qu'on sache qui a tué Mme Marshall, car il l'aimait beaucoup. Il n'est pas... Vos pistes alors là-dessus, c'est quoi? Mes pistes sont... moi, je ne suis pas devin, je ne suis pas voyante. Je dis simplement que ça n'est pas lui, donc c'est forcément quelqu'un d'autre. Et ce quelqu'un d'autre, c'est forcément quelqu'un qui le connaissait, puisque Omar, c'est quelqu'un qui savait qu'elle travaillait avec un certain Omar. Donc c'est quelqu'un de l'entourage. Donc il faut savoir, c'est forcément l'entourage. Donc il faut savoir, dans les ADN qu'on a retrouvés mélangés au sein de la victime, qui n'ont pas forcément matché avec le FNAC, mais qu'on retrouve complet à plusieurs endroits, plusieurs portes, le même en plus, eh bien, on doit savoir à qui ça appartient. Et c'est pour ça qu'on doit comparer avec tout l'entourage, quel qu'il soit, de la victime. Il faut préciser aussi que sur la scène de crime, il y a l'ADN de Ghislaine Marshall, il y a ses lettres de sang. On verra aussi les polémiques qu'il y a pu avoir autour de qui a écrit et avec la main de qui elles ont été tracées. Sur la scène de crime, on ne retrouve pas de traces d'Omar Haddad. Non. Et normalement, lorsqu'un meurtrier commet un tel crime, lorsqu'il s'est servi d'un chevron pour frapper sa victime, on retrouve sur le dit chevron 2 ADN, mais pas celui d'Omar Haddad. Pas d'empreinte digitale non plus. Il n'y a pas d'empreinte digitale. Toute la matinée, par exemple, il avait tondu la pelouse. Forcément, il allait déposer des résidus d'herbe dans la chaufferie. Personne ne l'a vu rentrer, personne ne l'a vu sortir. En plus, on a dit que son alibi ne tenait pas, mais en fait, c'est pas tout à fait exact. Il faut aller voir dans le détail. On va le faire, évidemment. Et donc, en fait, effectivement, il n'y a rien, aucun élément de preuve. D'ailleurs, le juge d'instruction de l'époque, le juge Renard, avait reconnu dans un reportage qu'il n'y avait aucun élément matériel de preuve impliquant Omar Haddad. Pas de preuves matérielles et on le verra lors du procès, effectivement, c'est l'intime conviction des jurés et voilà, entre le doute et l'intime conviction, c'est là que les choses se joueront lors du procès en 1994. Et je vous précise également qu'il va de soi que lorsqu'on a retrouvé ces 4 ADN, parce qu'à l'époque c'était 2 ADN, mais cette fois-ci c'était 4 ADN mélangés au sang de la victime, eh bien qu'est-ce que M. Prêtre a ordonné? C'est de tout de suite recomparer l'ADN d'Omar Haddad. On rappelle, c'est le procureur de Nice. Oui. Cet ADN ne correspond pas. Et bien sûr, une fois de plus, il s'est prêté tout de suite au jeu. Il a dit, mais bien sûr, allez-y. Et bien sûr, ça n'est pas celui d'Omar Haddad. Il n'y a toujours pas les ADN d'Omar Haddad. Alors, on a bien compris que lui aussi, malgré les espoirs, qui sont pour l'instant déçus, ça fait longtemps qu'Omar Haddad essaie d'obtenir... ne serait-ce qu'un nouveau procès, puisqu'il n'y avait pas à l'époque de procédure d'appel. On va voir qu'il se bat toujours. C'est lors de l'enquête de ce grand dossier. Elle est signée ce soir, Nivine Potros. Et je combats jusqu'à mon dernier jour de ma vie pour la vérité. Parce que mon combat, déjà, bien sûr, c'est pour moi, pour mes enfants, pour ma famille, pour tout le monde, et moi aussi pour la justice française. Un combat pour la vérité, pour que son nom ne soit plus jamais associé à celui du meurtre de Ghislaine Marshall. Depuis plus de 25 ans, Omar Haddad ne cesse de clamer son innocence et se dit victime d'une gigantesque erreur judiciaire. Est-ce le nom de son assassin que Ghislaine Marshall a tracé avec son sang juste avant de mourir dans sa maison de Mougins? Quelques lettres sanglantes qui forment un prénom, Omar. C'est pour l'instant la seule piste dont disposent les enquêteurs pour retrouver le meurtrier de la veuve du fondateur des célèbres usines Marshall. Dimanche 23 juin 1991, la riche héritière est attendue pour déjeuner chez un couple d'amis. Mais la vieille dame ne se rendra jamais au rendez-vous. Son corps sera finalement retrouvé le lendemain dans la chaufferie de sa maison. Une pièce fermée à double tour de l'intérieur. Sur les murs de la cave, ces mots en lettres de sang. Omar m'a tué. Une inscription qui désigne un coupable idéal, Omar Haddad, le jardinier de Ghislaine Marshall. L'homme d'origine marocaine nie toute implication dans le meurtre de sa patronne, qu'il considère comme sa deuxième mère, une mère qu'il aurait pourtant tuée selon la justice. Le 2 février 1994, il est condamné à 18 ans de réclusion criminelle. Tout au long de son procès,
Et jusqu'à sa libération, le jardinier dénonce une enquête à charge et une instruction bâclée. Lorsqu'il est placé en garde à vue, Omar Haddad comprend à peine le français. Il ne sait pas ce que signifie le mot « tuer », inscrit en lettres de sang par sa patronne. Plus grave encore, les enquêteurs s'en mêlent les pinceaux sur la date de la mort de Ghislaine Marchal. Selon un médecin légiste, la vieille dame serait morte le lundi 24 juin 1991. Or, ce jour-là, Omar Haddad a un alibi. Il se trouve chez sa famille à Toulon. Un mois plus tard, ce même médecin affirme s'être trompé et invoque une faute de frappe. Le crime aurait été commis le 23 juin. Cette fois, l'emploi du temps du jardinier est plus difficile à vérifier. Il travaillait chez moi ici, il était là, il a coupé des choses là, il a changé des choses là, il s'est occupé des... Après, il est venu arroser partout parce que c'était sec et voilà. Je ne l'ai pas vu partir. Il est parti à 5 heures, mais je ne sais pas s'il s'est absenté une demi-heure, mais je ne crois pas parce que nous étions là. Je ne vois pas du tout pourquoi il y aurait été. Et pour l'égorger, ça paraît une histoire invraisemblable. Autre élément troublant, l'analyse graphologique de l'inscription « Omar m'a tué ». J'ai demandé au président de l'association des experts graphologues en France, expert lui-même près la Cour d'appel de Lyon, M. Gauthier, d'examiner les pièces de comparaison et la photographie des inscriptions. Il conclut que ce n'est pas de Mme Marchal. Une écriture qui ne ressemble pas à celle de Ghislaine Marchal et une faute d'orthographe très surprenante de la part d'une femme cultivée. Lui aurait-on forcé la main? Autant de zones d'ombre qui divisent l'opinion publique. Et si le jardinier avait été victime d'une erreur judiciaire? C'était une erreur judiciaire au su et au vu de tout le monde. C'est-à-dire, tout le monde pouvait se rendre compte, au fur et à mesure, de toutes les erreurs de la procédure, de toutes les erreurs de l'instruction. Et malgré ça, la justice avançait comme si elle était sourde et aveugle. En 1998, il obtient finalement une grâce présidentielle partielle accordée par Jacques Chirac, ce qui lui permet de sortir de prison sans pour autant être blanchi. Il clame à nouveau son innocence au micro des journalistes. Votre combat n'est pas terminé? Il n'est pas terminé, bien sûr. C'est-à-dire que vous tenez toujours à prouver votre innocence? Bien sûr, parce que c'est... Moi, je trouve que c'est quelque chose, c'est pas arrivé à n'importe qui. Ah ben, il faut tous ensemble, on ne laisse pas la justice à faire des choses pareilles. Voilà. Sa vérité, il la livrera finalement dans son autobiographie en 2002, « Pourquoi moi ?». Omar Haddad dit avoir été au cœur d'une machination. Toujours coupable aux yeux de la justice française, le jardinier espère être réhabilité pour laver son honneur à tout jamais. Il se dit libre physiquement, mais être toujours en prison dans sa tête. La preuve de son innocence, il croit la tenir en 2016. Plusieurs traces ADN sont relevées et comparées au fichier national des empreintes génétiques. Mais les analyses ne donnent rien. Si l'homme dit vrai, reste une question. Qui a tué Ghislaine Marchal ? Si vous nous rejoignez sur LCI, nous nous penchons ce soir sur l'affaire Omar Haddad et le meurtre de Ghislaine Marchal. Il y a ces zones d'ombre qui viennent d'être évoquées. Je voudrais qu'on les reprenne, les plus importantes en tout cas, parce qu'elles sont fondatrices du dossier. Et d'abord, ces lettres de sang. Voilà, Omar m'a tué. Est-ce que l'on peut dire aujourd'hui de façon certaine que le sang qui est sur cette porte est le sang de la victime? C'est le sang de Ghislaine Marchal? Oui, on peut le dire, parce que... Ça, c'est une certitude. Il n'y en a pas beaucoup, donc... Non, mais je pense c'est la première demande... Mais attendez, ce n'était pas si évident. C'est la première demande d'acte qu'on va faire en 2000. Car la justice n'avait pas cru bon devoir faire une analyse de ces inscriptions en lettres de sang pour savoir... Jacques Vergès, à l'époque, va être très provocateur. Il va dire, on ne sait pas si c'est de la peinture ou du sang de cochon. Et bien, c'est une formule voilà, alors, Jacques Vergès. De Jacques Vergès, voilà. Je m'ai dit, c'est très provocateur, il a voulu le dire, mais ça a été coupé au montage. En revanche, ça a permis à la commission de révision de faire procéder des analyses. Sans grande surprise, on s'est rendu compte que c'était, on s'en doutait, le sang de Mme Marchal. Et c'est à cette occasion qu'on va découvrir déjà la présence de 2 ADN mélangés au sang de Mme Marchal sur les 2 portes. Sur les 2 portes, les 2 inscriptions.
Et là, la justice va dire, mais c'est forcément l'ADN d'Omar Haddad qu'on va retrouver. Mais il n'est pas obligé de se soumettre à l'analyse s'il veut ne pas le faire. Il le fait ? Lui, immédiatement, dit moi, ce ne peut pas être mon ADN, ce n'est pas moi le meurtrier. Il a pris l'avion pour venir plus vite, il n'a pas beaucoup d'argent. Il va se soumettre immédiatement à des analyses. Et là, la surprise est extraordinaire. On pense qu'on a gagné la révision, car ce n'est pas l'ADN d'Omar Haddad. Alors, on a vu que ça n'avait pas été le cas. Restons sur ces lettres de sang. Est-ce que, William, aujourd'hui, c'est le sang de Ghislaine Marchal. Est-ce qu'on sait qui a tracé ces lettres ? Alors ça, c'est vraiment quand on regarde au fil de l'instruction, assez rocambolesque, parce que il y a donc des expertises graphologiques qui sont ordonnées pour savoir si c'est Ghislaine Marchal qui a écrit ces inscriptions. C'est comparé aux grilles de mots croisés de la victime. Première expertise graphologique. Résultat, les deux inscriptions sont les mêmes et elles ont donc été écrites par la victime. Contre-expertise, oui, mais attention, sur les 10 lettres, seules 5 ressemblent à l'écriture de la victime. Troisième expertise en 1999 lors de la demande de révision. Là, les résultats, c'est l'écriture n'est pas celle de la victime. Et donc, il y a une expertise demandée par la commission de révision. Et là, les résultats, c'est assez incroyable quand même. Impossible de comparer l'écriture des mots croisés à celle des inscriptions parce que les conditions d'écriture ne sont pas les mêmes. Tout ça pour cette conclusion, c'est assez fort quand même. Alors on laisse là-dessus un point d'interrogation. La scène de crime, puisque nous y sommes là dans cette chaufferie où le crime a eu lieu. Point très important sur cette scène de crime, la porte est bloquée de l'intérieur. Est-ce que l'on a vérifié que depuis l'intérieur, il y avait un moyen de sortir sans rouvrir la porte? Est-ce que ça a été vérifié, ça? Alors, à l'époque, j'avais étudié la question pour la requête en révision. J'avais trouvé un système extrêmement simple pour fermer de l'extérieur en laissant croire que c'était fermé de l'intérieur. Alors, il faut quand même rappeler qu'il y a un lit pliant contre la porte, un tuyau posé sur un chevron. C'est barricadé, hein? C'est barricadé, mais c'était un moyen extrêmement simple. Ça n'a pas été, pardonnez-moi, ça a été testé lors de la reconstitution et il a été impossible de le faire à ce moment-là. Les avocats, on leur avait demandé de le refaire, mais ils n'avaient pas réfléchi au problème. D'ailleurs, eux vont certifier qu'ils ont réussi, alors que le juge d'instruction va dire qu'ils n'ont pas réussi. Mais enfin, ils n'avaient pas réfléchi au système qui aurait pu être étudié pour faire croire que la victime s'était enfermée de l'intérieur. Ça veut dire que quand même les choses auraient été très largement préméditées. Si je peux me permettre, juste en tant qu'observatrice, bien sûr, je n'étais pas lors de la reconstitution. La victime était totalement vidée de son sang. Elle était d'une faiblesse absolue. Et d'ailleurs, les graphologues ont confirmé qu'elle n'était pas capable de faire des lettres aussi bien écrites dans son état. Comment aurait-elle pu prendre un lit, tout bloquer, prendre effectivement, comme vous disiez, effectivement des choses très lourdes? Elle n'était pas en état physique, elle avait le ventre ouvert. C'est pas ce qu'on dit. Ce qu'on dit, c'est est-ce qu'il y a un moyen de fermer cette faut trouver ce moyen de l'intérieur et peut-être de s'enfuir. J'entends bien, mais en tout cas, ça ne peut pas issue. être la victime. Parce que la thèse, c'est de dire c'est elle qui a fait ça. Ça n'est pas possible. Donc déjà, il faut trouver la solution. Comment est-ce possible? Mais peut-être que la solution, c'est une autre sortie, pas en passant par cette porte. Est-ce que ça a été vérifié, par exemple? Non. Alors, certains parce qu'on a parlé d'une cave à vin dans laquelle il y avait des fenêtres. Qu'on pouvait peut-être sortir par la cave à vin. C'est la thèse notamment d'Ève Livet qui a fait un ouvrage également sur la question. En revanche, moi j'avais trouvé un système extrêmement simple que j'avais indiqué d'ailleurs à Jacques Pradel quand il a fait témoin numéro 1 sur l'affaire Omar Haddad en 1996, je crois. Ils ont été testés dans le sud de la France et c'était tellement probant. Ils l'ont fait en caméra, en plan séquence et ils m'ont appelé pour me dire c'est formidable, ça a marché du premier coup, on va le passer en début d'émission. Je l'ai mis d'ailleurs sur mon site Criminaliste Consultant, car c'est une démonstration en quelques secondes comment les meurtriers, ceux qui ont fait les inscriptions en lettres de sang, ont pu fermer la porte de l'extérieur en laissant croire que ça avait été fermé de l'intérieur grâce à une simple sangle. Alors,
Ça, là encore, hein, c'est une question aujourd'hui qui reste en suspens. Qui reste en suspens, d'autant plus que les expertises sur ces portes, sur tout cela a été rendu compliqué par la déformation aussi de la porte, vu que les gendarmes l'ont largement abîmé et l'ont forcé. Pareil pour le tuyau. Donc tout cela, évidemment, a compliqué l'expertise et il n'y a pas une réponse là-dessus parce que le matériel est abîmé. Il n'y a pas de certitude, Voilà, mais il n'y a même pas de certitude qu'elle se soit réellement barricadée. Jacques Vergès, jusqu'au bout, a pris les premiers procès-verbaux où les gendarmes n'indiquaient pas la même version qu'ils vont indiquer par la suite. Au début, ils disent simplement qu'en ouvrant la porte va se bloquer sur un tuyau et sur différentes choses. Ils n'avaient pas émis l'hypothèse d'un blocage volontaire. Alors, on a soulevé 3 questions et pour l'instant, il y en a 2 sans réponse. Je vais continuer. La date du crime, parce qu'il faut l'évoquer également. Pas forcément l'heure du crime, dont on parle souvent, mais le jour du crime. En novembre 1991, un médecin légiste écrit au juge d'instruction que Mme Marchal est morte 6 heures avant la découverte du corps, le 24 juin 1991. Or, ce dimanche-là, Omar Haddad a un alibi. Un mois plus tard, ce même médecin, rejoint par 2 autres spécialistes, affirme s'être trompé et invoque une faute de frappe. Madame Marchal n'est pas morte le 24, mais le 23 juin. L'emploi du temps d'Omar Haddad ce jour-là est plus difficile à vérifier. Alors, le 23 ou le 24, c'est-à-dire soit le dimanche, soit le lundi. Ce qui est effectivement très différent pour Omar Haddad. Le lundi, il a un alibi. Le 24, il est en famille. Et il est loin de Mougins, d'ailleurs. Le 23, c'est un petit peu plus compliqué parce que les témoignages ne se recroisent pas. Tout à fait. Le 23 ou le 24 ? Alors, de votre point de vue, pour les parties civiles, pour l'accusation, il n'y a aucun doute, c'est le dimanche 23. Les médecins légistes qui vont intervenir sur la scène de crime à 19h le lundi 24 juin vont indiquer que la mort remonte de 6 à 8 heures le lundi 24 juin 1991. Ça ne correspond pas à la thèse actuelle. Ça va changer dans le rapport. Alors qu'est-ce qui se passe ? Alors, je vais vous expliquer sur quoi ils se sont basés. Ils se sont basés notamment sur le fait que les yeux de Mme Marchal étaient clairs, ils n'étaient pas opaques, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas eu ce fameux syndrome glaireux de Winslow, c'est le terme technique qui fait qu'au bout de 6 à 8 heures, les yeux de tout être vivant se voilent. Ils étaient transparents, c'était des yeux de jeune fille. Et par conséquent, ils vont déduire que la mort remonte simplement... mais ce jour-là, Omar Haddad avait un alibi. Donc le juge d'instruction, lorsqu'il va recevoir les conclusions, va appeler, il le dit lui-même dans un reportage, il va appeler les experts pour leur dire « vous vous êtes trompés ». Et les experts vont se soumettre et vont accepter de modifier la date. C'est comme ça que ça se passe, William ? C'est pas un grand complot, mais c'est réellement le juge d'instruction lui-même qui le dit dans un reportage. Quelle est la version que donnent ceux qui ont écrit ces rapports ? C'est ce rapport qu'on a vu dans le sujet de novembre 91 qui fixe la... Alors, les deux sont d'accord pour dire que c'est aux alentours de midi. Que ce soit le dimanche ou le lundi. Oui. Mais ce rapport donc, de novembre le fixe entre, je crois, 11h30 et 13h30 le dimanche. Ce qui, pardonnez-moi, parce qu'il y a quelque chose dans la journée du dimanche, et ça on le sait, dans l'emploi du temps de Guylaine Marchal, ce qui inquiète ses amis, c'est qu'elle ne se rend pas à un déjeuner le dimanche et pas le lundi. Tout à fait, et c'est vrai que c'est un argument assez judicieux de dire, écoutez, de toute façon ça peut être que le dimanche. Que le dimanche, puisqu'elle n'a pas donné de nouvelles. Sauf qu'on oublie aussi notre thèse, et j'aurais été l'avocate à l'époque, croyez-moi, je l'aurais soulevé aussi, c'est de dire, mais attendez, elle aurait très bien pu être séquestrée, et le meurtre aurait pu être commis, bien sûr, le lundi, mais séquestrée le dimanche. C'est pas parce qu'elle a donné plus de nouvelles que, effectivement, on peut considérer que ça s'est passé le dimanche. Alors vous dites, si j'avais été l'avocate à l'époque, eh bien justement on a retrouvé ce que disait celui qui était l'avocat d'Omar Haddad. Nous sommes donc en 1994 à ce moment-là. Il nous est apparu à Georges Girard et à moi-même qu'il y avait désormais un doute sur la date du meurtre dont a été victime Madame Marchal. Alors quelle est cette date ? Une date qui exclut
totalement la possibilité matérielle, physique pour Omar Haddad d'avoir commis le meurtre, il s'agirait du 24 juin. Or, le 24 juin 1991, Omar Haddad, cela est établi, se trouvait à Toulon. Voilà, encore une fois, aujourd'hui, on ne peut pas apporter de réponse Je voudrais claire. juste donner une Oui. précision à ce sujet. Les médecins légistes ont marqué de 6 à 8 heures le lundi 24 juin. Après, ils vont dire que c'était une faute de frappe, il fallait le dire, le dimanche 23. Mais alors, pourquoi 6 à 8 heures? Ça, ils n'ont jamais pu l'expliquer. En fait, c'est parce que les constatations matérielles leur indiquaient réellement que la mort remontait au lundi et non pas au dimanche. La justice, elle, s'est arrêtée sur la date du dimanche et c'est ce qui restera dans le dossier qui arrivera devant la cour d'assises. On a évoqué ces ADN, les analyses techniques et scientifiques. Il faut peut-être rappeler aussi, William, qu'on est en 1991 et qu'on ne prend pas forcément les mêmes précautions que celles qui sont prises aujourd'hui. Oui, c'est sûr qu'aujourd'hui... Ce qui n'est pas particulier à cette affaire-là, d'ailleurs. En 91, on est quand même... Alors oui, on est avant l'ADN, parce qu'il faudra attendre la fin de la décennie pour utiliser pleinement cette technique de l'ADN. Donc effectivement, tout ce qui est conservation des scellés, pollution des preuves matérielles, ça, ils ne l'ont pas forcément en tête de la façon dont ils l'ont aujourd'hui. En revanche, on est quand même bien après l'affaire Grégory et les éléments de police technique et scientifique sur l'autopsie, notamment sur le corps, sur la préservation des scènes de crime. Ça, les gendarmes, à ce moment-là, à l'époque, ils sont formés, ils sont sensibilisés. D'ailleurs, quand ils progressent dans la maison, ils ne font pas n'importe quoi, ils font pièce après pièce. Il y a une méthodologie quand même qui est mise en place, même si évidemment, il y a des choses qui vont compliquer. Il y a déjà le fait qu'on ait forcer cette porte, la porte mécanique et qui donc on va avoir du mal à exploiter après pour reconstituer exactement comment cette porte était positionnée. Il y a des éléments effectivement, si aujourd'hui on était face à une scène de crime comme celle-ci, ce serait pris en compte différemment, très certainement. Alors, notamment, surtout dans la préservation des scellés, après la cour d'assises, voilà. Tout à fait. Et je tiens quand même, pour aller dans votre sens également, je tiens à vous préciser que, contrairement à ce qu'on peut penser, les portes étaient protégées. Je dispose à mon dossier d'un dossier comme ça de photographies des portes complètement recouvertes de papier bulle, etc. Alors, c'est vrai que pendant le procès, c'était exposé, bien sûr, mais auriez-vous, on n'imagine pas une seule seconde, le public touché. Les lettres de sang s'approchaient et touchaient. Alors peut-être qu'il y a des journalistes qui sont peut-être approchés trop près des portes. Pourquoi pas? Mais il n'en demeure pas moins qu'on a 4 ADN retrouvés mélangés au sein de la victime. Il faut savoir à qui ça appartient. Il ne faut pas dire c'est peut-être des ADN de pollution. Peu importe, il faut savoir à qui ça appartient. Alors ces éléments que l'on vient d'évoquer et d'autres évidemment sont dans le dossier qui va servir à renvoyer Omar Haddad devant cette cour d'assises. Il est renvoyé en 1994, le procès s'ouvre, la salle est comble, elle le sera quasiment tous les jours d'ailleurs. Et pour Omar Haddad, il avait jusque-là 3 avocats, mais lors du procès, il n'en a plus qu'un seul. Voilà, c'est Jacques Vergès, seul, qui va assister Omar Haddad lors de ce procès. Est-ce qu'il aurait dû garder l'équipe de départ? Alors là, c'est une question compliquée. Je pense qu'il avait extrêmement confiance en Jacques Vergès, qui était un excellent avocat. Et il est vrai que c'est très compliqué d'avoir 3 avocats. Je pense que moi, je suis pour la théorie d'avoir un seul avocat dans les procès. C'est compliqué d'en avoir 3. Parce qu'ils ne sont jamais d'accord, c'est compliqué. Je pense qu'il vaut mieux une seule thèse, un seul avocat qui défend. Et cet avocat, si cet avocat veut s'adjoindre à un autre avocat, pourquoi pas? Mais des avocats imposés par un client, ça me paraît compliqué. Alors c'est un procès, donc beaucoup de monde. C'est un procès sous tension qui va s'ouvrir et c'est ainsi que ça va se dérouler quasiment jusqu'au verdict. Et nous voilà donc au bout d'un procès dont le déroulement a été déconcertant. L'accusé, Omar Haddad, n'a pour ainsi dire rien dit, en dehors de réaffirmer son innocence. L'accusation et la défense se sont bien gardés de s'affronter directement, de sorte que le débat contradictoire propre à la cour d'assises a été quelque peu escamoté. Et en fin de compte, comme souvent, chacun s'en remet à l'intime conviction des jurés. Le verdict dans l'après-midi. Et cet après-midi-là, le verdict, 18 ans de réclusion criminelle et des circonstances atténuantes. Alors, c'est quoi ces circonstances atténuantes ?
Mais c'est là où c'est très amusant, c'est que on ne sait pas, vous savez qu'il y a le secret des délibérés, donc en fait. Et qu'à l'époque, les décisions de cour d'assises ne sont pas motivées. Voilà. C'est le cas aujourd'hui. Maintenant, heureusement, grâce effectivement à la loi, elles sont grâce à la loi toujours du 20 juin 2014. On peut toujours remercier M. Touré et M. Georges Fenech. Donc oui, maintenant c'est motivé. Mais avant, ça n'était pas motivé, donc on ne pouvait pas le savoir. Donc, circonstances atténuantes, ça veut dire quoi? C'est n'importe quoi. Ou c'est un crime crapuleux, atroce. Vous avez vu les photos, c'est absolument atroce quand on voit les photos dans quel état se trouvait cette pauvre victime. Donc le meurtre a été accompli dans des circonstances terribles. Donc soit il prenait perpétuité, 30 ans de perpétuité, mais où sont les circonstances atténuantes? C'est ridicule. Ça veut dire quand il y a eu un vrai doute, en fait la question elle est là. C'est qu'en fait il y avait des gens qui n'étaient pas du tout convaincus de sa culpabilité et on a pu voir dans certains reportages des jurés à face cachée qui ont dit mais moi jusqu'à la fin je croyais qu'il était innocent mais je ne savais pas quoi faire, j'ai suivi le président. On a vu ça dans les reportages. Donc c'est vrai que c'est très compliqué. Oui, c'est compliqué parce qu'il y a la question du doute et puis cette intime conviction. En ce qui concerne les circonstances atténuantes, un des enquêteurs avait dit « Moi, je pense qu'en vrai, c'est pas un meurtrier et il a perdu pied. » Alors peut-être que c'est ce qu'ont perçu les jurés à ce moment-là lors de ce procès. Alors, on a parlé de Jacques Vergès. Je voudrais qu'on écoute ce que dit Jacques Vergès à la sortie du procès et puis ce que lui répond l'avocat qui est en face de lui, qui est encore aujourd'hui l'avocat de la famille Marchal, c'est Henri Leclerc. Il y a 100 ans, on condamnait un jeune officier qui avait le tort d'être juif. Aujourd'hui, on condamne un jardinier parce qu'il a le tort d'être maghrébin. La partie civile a dit depuis le début qu'elle ne demandait pas la vengeance mais la justice. Voilà, c'est une réaction très brève d'Henri Leclerc, mais qui s'était dit très choqué par les propos de Jacques Vergès. Vous n'êtes pas du tout sur cette ligne, le racisme, on va dire le mot. Moi, peu m'importe. Condamné parce qu'il était... Écoutez, moi, tout ce que je dis, une fois de plus, je n'étais pas l'avocat à l'époque, tout ce que je dis, c'est que la façon dont s'est déroulé ce procès, c'était une façon scandaleuse. On avait un président extrêmement partial. D'après, ce sont les journalistes, en fait, qui m'ont répété comment c'est, parce qu'il y avait beaucoup de journalistes présents, qui m'ont répété la façon dont ça s'est déroulé. Et il paraît que c'était épouvantable, qu'il y avait des réflexions très désagréables de la part du président, voire même racistes. Et c'est pour ça que je pense que ce sentiment de mon confrère a été de dire, mais c'est un procès raciste. Moi, je dirais, au-delà de ça, c'est un procès qui n'a pas été un procès. Je suis avocat spécialisé en droit pénal. Je suis avocat depuis près de 30 ans. Et je trouve absolument scandaleux qu'on ne permette pas à un homme qui clame son innocence de pouvoir s'exprimer et de dire effectivement pourquoi il est innocent et de laisser la place à la défense. Et dans ce procès, on n'a pas laissé la place à la défense. C'est ça qui est dramatique. Quelques mots, parce qu'ils ne sont pas présents sur ce plateau ce soir, les avocats de la famille Marchal, mais il faut aussi dire ce que eux ont ressenti, la façon dont ils ont vécu ce procès et puis cette instruction. C'est le cas d'Henri Leclerc, il en parle dans son dernier livre, William. Dernier livre, oui, qui est sorti il y a quelques mois. La parole et l'action chez Fayard. Il dit 10 pages, hein, ça fait 10 pages, c'est relativement court quand même, mais il revient quand même dessus. J'ai lu. Et il revient encore sur Omar Haddad. Alors, Henri Leclerc, il n'est pas connu pour être un avocat des parties civiles. C'est pas son domaine naturel. Il est plutôt du côté des accusés ou des prévenus. Là, ce qu'il écrit dans ce livre, donc il conforte toujours cette thèse selon laquelle Omar Haddad a bien commis ce crime. Il dit « Ce n'est pas parce que Omar Haddad est maghrébin qu'il est coupable, mais ce n'est pas non plus pour cela qu'il est innocent. » Une réaction Moi, ma réaction, c'est même au-delà. Ma réaction, c'est pas ça. C'est pas là-dessus où je ne suis pas vigilée là-dessus. C'est quand on dit « je suis convaincu qu'il est coupable ». Comment est-ce qu'on peut affirmer, en tant qu'avocat en plus, qu'on est convaincu de la culpabilité de quelqu'un quand on n'est pas présent dans un lieu, quand il n'y a pas de preuves matérielles? On ne peut pas affirmer, quand on est un avocat qui s'honore, on ne peut pas affirmer qu'une personne est coupable. Voilà. C'est son droit de le penser. C'est parfaitement son droit. Il a parfaitement le droit de le penser. Qu'il est innocent. Oui, mais je préfère dire qu'une personne est innocente que d'affirmer qu'une personne est coupable alors qu'il se bat pour son innocence depuis toujours. Il est aussi dans son rôle de défenseur des parties civiles et il n'est pas le seul à le penser parce que au moment du procès en révision, Maître Kiechman également participe à cette défense et je voudrais qu'on lui donne la parole. C'était au moment de cette requête en révision.
Je pense qu'aujourd'hui, on s'est rapproché de la vérité du dossier, qu'il ne sera plus possible de dire que l'enquête avait été bâclée, qu'il ne sera plus possible de dire qu'il n'existait pas de charge contre M. Omar Haddad. Alors, pour résumer, on ne va pas ni refaire le procès ni refaire ces audiences. Ce que disent notamment les avocats de la famille de Ghislaine Marchal, c'est concernant cette scène de crime qu'il n'était pas possible que quelqu'un ferme la porte de l'extérieur et que ça c'est quelque chose et que personne d'autre que Omar Haddad ne peut avoir commis le crime. Quand on évoque un éventuel complot, vous avez employé ce mot, William, tout à l'heure, mais qui en voulait à Omar Haddad ou qui voulait-on protéger ? Eh bien, nous avions une partie civile qui était extrêmement... qui voulait absolument que ce soit Omar Haddad, qui était convaincu que c'était Omar Haddad. Et ils se sont donné les moyens. Ils ont pris, comme vous disiez, un avocat qui est connu pour plutôt être du côté de la défense. Et c'était également un avocat qui était le vice-président de la Ligue des droits de l'homme. Ce qui fait qu'en venant défendre la partie civile, eh bien, il apportait la caution de la Ligue des droits de l'homme, c'est-à-dire finalement, tout se passait bien dans le meilleur des mondes. Je pense qu'on ne peut pas reprocher à Henri Leclerc d'avoir voulu couvrir quelques sentiments qui ne soient pas honorables. Non, alors, c'est un avocat pour lequel j'ai énormément d'estime, mais en revanche, dans cette affaire, c'est vrai que sa position de vice-président de la Ligue des droits de l'homme apportait en quelque sorte la garantie que ce procès se déroulait dans les meilleures conditions possibles. On a vu que c'était contesté par Jacques Vergès. Alors, est-ce que, qui est un autre personnage avec une autre personnalité, que s'est-il passé finalement ? Est-ce que cette affiche était trop belle ? Il fallait absolument que l'histoire s'écrive comme elle avait été tracée sur la porte et sur les murs de cette chaufferie. On a la victime, veuve, fortunée, le suspect, un jeune homme d'origine étrangère, le jardinier, les lettres de sang. Voilà, c'est presque un scénario. Tout à fait. C'est un peu le ressenti quand j'ai vu le dossier pour la première fois, quand je l'ai lu. Je me suis dit, on ressent effectivement une facilité exemplaire quand on désigne quelqu'un et qu'on ne se pose pas d'autres questions en se disant est-ce que ça peut être quelqu'un d'autre. Vous vous rendez compte, si demain vous êtes accusé, on vous dit que vous avez tué quelqu'un, qu'on vous dénonce, eh bien, on va systématiquement considérer que c'est vous, et vous allez devoir prouver que vous êtes innocent. Comment rapporter la preuve qu'on est innocent lorsqu'on vous accuse ? C'est très compliqué. Vous parliez tout à l'heure de mes confrères, qui sont des éminents confrères, que je respecte énormément. Ils travaillent formidablement bien. Mais malgré tout, moi, en ce qui me concerne, je me bats pour un homme qui veut prouver son innocence. Qu'on a réussi, parce qu'ils ont dit, à chaque fois, ils affirment des choses. Quand je me suis battue, quand j'ai été saisie en 2008 par Omar Haddad, et que j'ai saisi le garde des Sceaux, et que j'ai demandé de réouvrir le dossier, et qu'on compare les ADN, eh bien, la partie civile, les avocats de partie civile ont dit, c'est n'importe quoi. Jamais, ils ont dit aujourd'hui, jamais elle n'arrivera à faire réouvrir ce dossier. Je vous l'affirme. Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai fait réouvrir ce dossier. Ensuite, il y a eu cette loi du 20 juin 2014. À nouveau, je fais réouvrir le dossier. Si vous voulez, et à chaque fois, ils ont dit, ça n'est pas possible. Pourtant, à chaque fois, je les fais rouvrir. Et un jour, j'aurai, j'espère, le plaisir de les confronter dans le cadre devant les cours d'assises, parce que je leur dis que ce dossier sera révisé un jour. Vous êtes convaincu qu'il y aura, qu'Omar Haddad obtiendra, parce que ce qu'il veut finalement, évidemment, il dit qu'il est innocent, mais ce qu'il souhaite surtout, c'est un nouveau procès ? Oui. Il veut un nouveau procès. Pardonnez-moi, il aurait un sens, ce nouveau procès, 30 ans après ? Eh bien, le sens, c'est déjà parce que maintenant, si vous voulez, il a compris, et ça je m'exprime même aux téléspectateurs, ne croyez pas que parce que vous êtes innocent, que ce sera facile votre procès quand vous allez aux assises. Battez-vous. Il sait maintenant, il a compris, s'il avait eu la chance d'avoir un deuxième procès, croyez-moi, il se serait battu. Il faut dire, William, que Omar Haddad n'a jamais varié dans ses déclarations. Oui, il a été constant depuis le début, et s'il y a bien une chose qu'on peut lui accorder, c'est cette constance et cette pugnacité à clamer son innocence, à vouloir montrer qu'il est innocent, à vouloir le prouver. Ça, il a été constant depuis le tout début. C'est écrit en PV pendant la garde à vue, et ensuite, ça s'est jamais contredit tout au long de l'instruction. Tout à fait. Et je suis très fière de défendre une telle cause parce que c'est une belle cause. Et je préfère être à ma place qu'à la place de mes confrères qui passent leur temps à dire qu'il est coupable. Je préfère être à ma place, croyez-moi.
Oui, moi je voudrais simplement dire que les enquêteurs et le juge d'instruction et la justice est parti du postulat que c'était forcément Omar Haddad parce que c'était écrit. Mais si on regarde les annales judiciaires, jamais dans l'histoire de la justice, et quel que soit le pays, il n'y a eu une victime qui ait désigné son assassin avec son sang. Il y a eu une affaire aux États-Unis qui s'appelle l'affaire Karine Pernell, une femme qui a été retrouvée assassinée dans sa cuisine, et à côté d'elle, une inscription en lettres de sang. En effet, elle aurait eu désigné son assassin avec son propre sang. Mais les enquêteurs américains qui vont venir sur la scène de crime ne vont pas y croire du tout. Pourquoi ? Parce que cette femme qui était gravement blessée, ils vont dire, elle ne se serait jamais relevée pour écrire de manière verticale sur le mur. Forcément, elle l'aurait écrit par terre, à côté d'elle. Et là, on s'aperçoit que dans l'affaire Omar Haddad, les enquêteurs ont marché, en quelque sorte, dans cette mise en scène. Ils l'auraient écrit en lettres géantes, non pas simplement pour désigner le nom de son assassin, mais une phrase quasiment « Omar m'a tué », avec son propre sang, sans oublier l'apostrophe, au cas où on ait mal compris. Et puis, une fois que ça a été écrit en lettres géantes, eh bien, elle aurait été le réécrire une deuxième fois. Et également, elle aurait fait ce fameux blocage en portant un lit de 12 kilos, prenant un chevron, un tuyau, etc. Tout ça est invraisemblable. Rappelons que Mme Marshall avait un œdème cérébral, elle était éventrée, elle avait un poignet cassé, un doigt coupé, elle avait reçu 11 coups de poignard. Elle était égorgée également. Comment imaginer que cette femme de plus de 60 ans ait pu faire tout cela ? Alors voilà, des questions, il y en a encore sans réponse. On a compris évidemment que vous poursuiviez de vos assiduités la justice pour qu'elle se décide peut-être un jour à rouvrir alors le dossier, ça vous l'avez obtenu, mais à décider d'un nouveau procès pour Omar Haddad. Merci à tous les deux. Merci. On a exposé un certain nombre de choses et chacun se fera son opinion. On a entendu votre point de vue, mais c'est notre dernière rubrique dans le grand dossier qui s'appelle Le point de vue. Ce n'est ni celui d'un avocat, ni celui d'une personne qui a travaillé 20 ans sur l'affaire. C'est Jean-Marie Roire qui nous rejoint dans un instant. Le groupe. C'était une erreur judiciaire au su et au vu de tout le monde. C'est-à-dire, tout le monde pouvait se rendre compte, au fur et à mesure, de toutes les erreurs de la procédure, de toutes les erreurs de l'instruction. Et malgré ça, la justice avançait comme s'il était sourde et aveugle. Bonsoir Jean-Marie Roire. C'est l'heure du point de vue dans ce grand dossier. Le vôtre est très clair et on les assume, les points de vue dans cette troisième partie. Et justement, un point de vue qui ne soit ni celui d'un avocat qui est dans le dossier, ni celui d'un enquêteur qui a travaillé pour l'une ou l'autre des parties. Et c'est bien ça qui nous intéresse. Vous, cela fait des années que cette conviction est intacte. Depuis l'écriture de votre livre, Omar, la construction d'un coupable, il paraît en mars 1994. Est-ce que c'est une légende ou est-ce que vous l'avez effectivement écrit en 3 semaines ? Non, c'est vrai, je l'ai écrit en 3 semaines, mais auparavant, j'avais écrit un certain nombre d'articles dans le Figaro, et j'avais fait beaucoup d'articles, j'ai dû faire une 20aine d'articles dans le Figaro, et dont un qui m'a valu d'être condamné par la 17e chambre pour diffamation. Mais donc, j'ai non seulement écrit ce livre, mais j'ai créé un comité de défense avec des écrivains. Et il y avait une 20aine d'écrivains, dont Jean d'Ormesson, Henri Troyat, des gens qui, franchement, ne signaient pas souvent des pétitions. Éric Orsena. Et si vous voulez, si tous ces écrivains m'ont suivi, c'est pas pour mes beaux yeux, c'est parce qu'ils ont, comme moi, réagi. Et c'est peut-être, justement, quelque chose, ce qui fait l'âme de la France. C'est cette réaction immédiate des milieux intellectuels et des écrivains devant une injustice. Ils réagissent toujours. Et d'ailleurs, vous savez, c'est très curieux, mais la justice française, quand vous la regardez, dans le long de l'histoire, c'est pas celle des juges, c'est celle des écrivains. Toutes les erreurs qui ont été commises au XVIIIe siècle, l'affaire Sirven, l'affaire du Chevalier de la Barre, c'est les juges qui ont commis les erreurs. Et qu'est-ce qui les a réparées ? Ce sont les écrivains. Parlons de l'affaire Dreyfus, parlons de bien d'autres affaires. Les écrivains et auxiliaires de justice, vraiment, c'est eux, grâce à eux. Et bien sûr, ce sont des exemples écrasants, je ne me compare pas à eux. Mais je veux dire, la condamnation m'a paru vraiment exorbitante et de ne pas tenir compte de fait que moi, j'avais aucun
aucun intérêt. J'étais celui qui avait le moins d'intérêt dans cette affaire. C'est ce que j'allais vous dire. Alors c'est intéressant que vous parliez des écrivains, parce que cette histoire, et même d'ailleurs, on va voir dans un instant le premier sujet qui a été fait sur TF1 consacré à cette affaire, on a, même dans la façon dont c'est écrit, on a le sentiment que ça s'écrit comme un polar. On regarde. Dans la chaleur moite de Mougins, l'assassinat spectaculaire de la veuve Marchal s'est déroulé pourtant sans témoin, sans bruit, sans doute dimanche vers midi. Le téléphone n'avait simplement pas voulu répondre à l'heure du crime. Le lendemain, Madame Marchal était découverte, poignardée, dans la chaufferie fermée à clé au sous-sol. Et sur le mur, écrit avec des lettres de sang, Omar, le nom du jardinier. La gendarmerie fleurie de Mougins respecte le silence des riches villas. À peine sait-on que le jardinier nie toujours, qu'il n'y a pas eu de vol et que l'on cherche aussi autour des proches de la veuve de l'entreprise d'accessoires automobiles. Et puis les portes se referment vite. Est-ce de la décence ou de l'effroi devant ce crime sauvage, celui de la riche héritière un peu seule de la villa La Chamade? Le mystère reste aussi épais que l'air. William, vous vouliez réagir? Je disais simplement que sur les écrivains qui écrivent sur les affaires judiciaires en cours, qui prennent parti, dans l'histoire, il y a certains se sont cassé les dents un petit peu aussi là-dessus. L'affaire Grégory, Marguerite Duras. Vous pensez à cet article dans Libération, dans Libé, sublime, forcément sublime, qui était un coupable, forcément coupable. Article, pour préciser, qui concernait Christine Villemain. Christine Villemain qui est totalement mise hors de cause dans cette affaire. Bien sûr, mais si vous regardez l'ensemble des écrivains français qui ont pris des positions, notamment Balzac, dans l'affaire Pétel, Voltaire, vous prenez Zola, vous prenez Mauriac, vous prenez Camus, vous verrez que dans l'ensemble, les écrivains sont rarement trompés, beaucoup moins que les juges. Alors, vous parliez d'injustice, c'est une intuition ou c'est parce que vous avez lu le dossier, qu'il y a des éléments qui vous ont semblé invraisemblables? On a vu, en tout cas, il y a des doutes, ça c'est certain, il y a des questions sans réponse. Est-ce que vous avez rencontré les avocats? Vous êtes allé sur place aussi, sur les lieux du crime? Et vous savez, je suis écrivain, romancier, on m'avait reproché que je faisais des romans, mais j'étais journaliste pendant très longtemps. D'ailleurs, mon premier article, c'était sur l'affaire Gabriel Russier, où là aussi j'ai affronté les juges. Et vous voyez, je ne crois pas m'être trompé. Puisque Gabrielle Russier, cette jeune femme qui s'est suicidée au gaz et qui était une jeune femme d'une trentaine d'années, elle avait été inculpée pour sa relation avec l'un de ses élèves. Avec l'un de ses élèves. Eh bien, vous voyez, je ne m'étais déjà pas trompé, parce qu'au fond, maintenant, on considère que c'est presque une sainte. Alors, mon intuition, c'est pas mon intuition, c'est que simplement, j'ai eu l'habitude de suivre, comme journaliste d'investigation, de voir les choses, et tout de suite, dès le départ, dès le crime est apparu dans la presse, je me suis dit, c'est invraisemblable, il va sûrement avoir un non-lieu. Puis il n'y a pas eu le non-lieu, et il y a eu le procès, je me suis dit, il va forcément être acquitté. Parce que les manipulations policières, qui sont vieilles comme le monde, je l'ai vu, l'histoire des prostituées. Finalement, on n'a jamais trouvé de prostituées, et on sait les liens entre la police et les prostituées. L'histoire des machines à sous. Moi, je suis allé à Nice. Bien sûr, j'ai fait mon enquête pour écrire ce livre. Je suis allé voir les gens aux machines à sous. Vous avez toutes ces femmes avec les cheveux blancs qui sont en train de mettre des pièces. Elles n'ont jamais commis un seul crime. C'est pas parce que vous jouez, vous jouez au tiercé. Bon. Donc ça, c'était vraiment la manipulation policière pour essayer de trouver un mobile, parce qu'il n'y avait aucun mobile. Voilà, il n'y avait aucun mobile. J'ai vu Madame Pascal, j'ai vu tous les protagonistes, bien entendu. Sinon, j'aurais pas fait de livre sans avoir réfléchi. Et puis, surtout, je me suis dit, là, j'ai vu à quel point la justice et la famille, c'est vrai, ce qui m'a frappé, moi, je vous dis franchement, je ne veux pas mettre en cause les avocats, mais ce qui m'a frappé, c'est pourquoi la famille avait choisi un marteau-pilon pour écraser une mouche. Parce que c'est vrai, Omar Haddad, c'est une mouche. Alors Omar Haddad est défendu par Jacques Vergès, qui n'est pas un avocat. Mais au début, il n'est pas défendu par Jacques Vergès. Au début, il a quelques ténors locaux quand même du barreau qui sont conseillés par Madame Pascal. Au début, oui. Non, le fait qu'on ait pris, comme vous l'avez dit tout à l'heure, le président de la Ligue des droits de l'homme, un homme éminent. Et franchement, c'est vrai, moi je l'ai un peu, dans mon livre, je l'ai un peu tarabusté, parce que c'est vrai que c'est quand même curieux. Il vous a rendu, comme on dit, un chien de votre chienne. Oui, ce qui n'empêche que quand même, je reste quand même étonné qu'un homme de gauche comme lui, pur sucre, un homme du parti du PSU, un homme attaché aux droits de l'homme, se batte
non pas seulement contre Omar Haddad, mais contre la possibilité qu'il y ait une révision et donc qu'il y ait un nouveau procès. C'est ça que je ne peux pas comprendre, puisque c'est grâce à l'affaire Omar Haddad que la législation a changé et qu'il y a maintenant, comme vous le savez, des procès, un double procès en assises, il y a un appel en assises. Il n'y en avait pas effectivement à l'époque. Pourquoi est-ce que ces avocats, qui sont soi-disant des grands défenseurs des droits de l'homme, s'opposent-ils à un nouveau procès ? Ne serait-ce qu'à accepter le doute. Ben voilà, exactement. Parce que, vous savez, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit, mais moi je ne crois pas. Ben, je dis, bien sûr, libre à vous de ne pas le croire. Bien sûr, je peux comprendre le doute. Moi, j'ai la conviction, ouais, à 100%. Mais c'est vrai que ça divise. Soit on y croit, soit on n'y croit pas. Non, mais ce que je ne comprends pas, c'est leur obstination à vouloir à tout prix qu'il soit coupable et ne pas vouloir un nouveau procès. Alors Henri Leclerc, qui n'est pas là pour répondre, explique aussi dans son livre, elle a expliqué au moment de la sortie de son livre pourquoi il entre dans ce dossier, parce que c'est un de ses amis qui lui demande d'arriver en défense. Et effectivement, il dit qu'il n'est pas dans son rôle naturel, lui qui est plus souvent en défense que pour les parties civiles, et qu'il a beaucoup eu cette réflexion de « mais vous êtes de gauche, c'est incompréhensible que vous ayez accepté cette défense ». Vous poursuivez ce combat, Jean-Marie Roire, puisqu'en novembre 2015, vous en avez appelé à François Hollande et vous lui avez écrit une lettre ouverte dans Le Monde. Vous avez écrit ceci. Cette affaire, par son ampleur et son retentissement, dépasse la seule institution judiciaire. C'est la réputation de notre pays qui est en jeu. C'est donc à vous qui en êtes le garant, Monsieur le Président, que je m'adresse. La procédure existe, un pourvoi dans l'intérêt de la loi. Ce serait là un grand service rendu à la justice et donc à la France. Alors c'est un extrait, ce n'est pas l'intégralité de cette lettre. Elle est restée lettre morte ? Oui. Mais c'est pas pour ça que je vais m'arrêter. Non, parce que c'est vrai, ce qu'on ne voit pas, c'est l'image que peut avoir la France dans le monde, justement, à travers la justice. Parce qu'on voit les grands législateurs, on voit Montesquieu, on voit Tocqueville, on voit toutes ces grandes figures, finalement, de la justice en France. Mais hélas, et puis on voit les écrivains qui les ont défendus. Donc au total, on se dit, c'est le pays de la justice, c'est qu'on vous avez dans le monde, on se dit... Mais en réalité... les juges n'ont jamais été, pour un système très complexe, eh bien, il y a toujours une sorte d'entente entre les juges et le corps judiciaire, il y a une sorte d'esprit de caste, vous voyez. Et j'ai l'impression que ça a joué dans l'affaire Omar Haddad. Il y a eu un peu d'esprit de caste, et c'est peut-être un peu la raison pour laquelle le bâtonnier du Grand Rue, qui était quand même un homme très important, pour lequel Henri Leclerc a accepté d'aller plaider pour le bâtonnier du Grand Rue. Mais je trouve que c'est quand même un peu léger. Voilà, je crois qu'il y a quand même donner toute la puissance de ce qu'il représentait à la fois de son passé, cet homme très honorable, de cet homme de gauche, parce que ça joue quand même un rôle, et aussi pour toutes ces raisons, il me semble que ça a joué dans un mauvais sens, si vous voulez, dans le sens de faire croire à la gauche, d'ailleurs à toute la gauche, parce que je me souviens, moi, mon combat, ça a été de dire à tous les gens de gauche, qui étaient, rappelez-vous, parce que la difficulté, c'était que Vergès venait d'être l'avocat de Klaus Barbie. Donc ça n'arrangeait pas les choses pour les défenseurs. Je peux vous dire que, voilà. Donc, j'ai ramené, et d'ailleurs, le Nouvel Observateur était le premier à essayer de montrer que les gens de gauche ne suivaient pas complètement Henri Leclerc. Alors, pas de réponse à cette lettre donc de la part de François Hollande. Vous dites que vous continuez et que ça ne vous arrêtera pas. Vous êtes toujours en contact avec Omar Haddad aujourd'hui ? Oui, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu. Vous savez, je crois qu'en même temps, c'est un homme qui a tellement souffert. Mais c'est vrai, je l'avais fait venir. Vous l'aviez fait venir à l'Académie ? À l'Académie. Alors évidemment, quand j'ai été élu à l'Académie, quand j'ai dit que j'allais le faire venir, il y a eu un petit peu de flottement. J'ai dit, et bien finalement, il est venu. Non, parce que je voulais montrer que c'est un combat que j'avais mené, et si je ne l'invitais pas, ça voulait dire que je n'y croyais pas vraiment. Donc j'ai voulu le faire venir, et c'était vraiment assez étonnant, parce qu'il a quelque chose, Omar Haddad, de tout à fait étonnant. D'ailleurs, vous savez, le directeur de la prison, quand il est arrivé dans sa prison, lui a dit « Je sais que votre place n'est pas ici ». Et les religieux se sont mis en prière pour lui. Donc il y a quelque chose chez lui, vraiment, qui impressionne. Et tous les gens qui l'ont vu à l'Académie, en effet, voyaient quelqu'un d'assez exceptionnel. C'est pas un homme très cultivé, il parle un très mauvais français. Néanmoins, voilà, on sent chez lui, on sent que c'est un martyr. Voilà, c'est ce qui a été le martyr d'un système qu'il a écrasé, on ne sait pas pourquoi. En tout cas, puisqu'on n'a pas parlé du tout des expertises, puisqu'il y a toujours des expertises dans ces dossiers, les expertises pour Omar Haddad
Très souvent dans les procès criminels, on trouve des traits de personnalité plus ou moins inquiétants. Ça n'a jamais été le cas le concernant. Non, c'est quelqu'un de structuré. Il y a eu évidemment des psychologues qui se sont penchés sur son cas, qui l'ont entendu, mais il n'y a strictement rien à déceler de ce côté-là. Simplement, vous disiez tout à l'heure, pourquoi est-ce qu'on rouvre pas effectivement, pourquoi est-ce qu'on rouvre pas ce dossier À minima, parce que cette affaire mérite un débat sur le doute. Voilà, sur le doute, et parce que aussi il y a effectivement de nouveaux éléments sur l'ADN. Il y a quelque chose qu'on entend quand même aussi quand on discute avec les acteurs du dossier, notamment la justice, qui vous dit. Oui, mais vous savez, les expertises ADN, ça coûte de l'argent. Il y a aussi, on n'en a pas parlé, mais il y a cet aspect pécunier. C'est pas un bon argument parce que effectivement, ça laisse penser qu'il y a une justice pour les riches et une justice pour les nantis. Et le coût moral, pour l'image de la France est extrêmement important. C'est dans le monde entier, et notamment dans le monde au Maroc, en Algérie, eh bien, on se dit finalement, il y a deux justices. Il y a une justice pour les gens qui sont en effet fortunés, et puis il y a une justice pour les autres. Merci beaucoup, Jean-Marie Roire, d'être venu sur le plateau du Grand Dossier. Et je vous présente Julien Arnaud, qui prend la suite. Bonsoir Hélène, bonsoir à tous. On va rester un peu dans l'univers judiciaire, ou en tout cas l'univers policier, parce qu'on va vous raconter dans quelques instants le quotidien des policiers. On pourrait penser que depuis quelques années ça va mieux parce qu'il y a eu pas mal de moyens après les horreurs de 2015. Eh bien, pas du tout, William le sait parfaitement. Ça se passe très très mal dans les commissariats. Les policiers font leur travail dans des conditions de plus en plus difficiles, notamment dans les quartiers, les fameux quartiers sensibles, ces quartiers auxquels s'attaque aujourd'hui Gérard Collomb. Il a fait quelques annonces depuis 2 jours. Eh bien, notre invité va nous dire que ces annonces, elles sont loin de donner satisfaction du côté des rangs des policiers. Et puis, il y aura notre grand format aussi tout à l'heure. On va vous montrer les coulisses de l'audition de Alexandre Benalla. Vous l'avez vu, cette audition ce matin. Vous avez vu les images officielles du Sénat. Eh bien, nous, on va vous montrer ce qui s'est passé avant l'audition, pendant l'audition, dans les salles juste à côté, parce que ça réagissait beaucoup. Et puis aussi après, ce sera à découvrir tout à l'heure dans notre grand format. N'oubliez pas non plus le face-à-face. Ce soir, Yves Tréhard face à Olivier Duhamel. Eh oui, parce que LCI a des yeux et des oreilles partout. Merci beaucoup, Julien. Nous, on se retrouve demain pour un autre grand dossier où comment l'envie et la jalousie ont mené au crime et poussé un homme à décimer toute une famille. C'est l'affaire de la tuerie du Grand Bornand, l'affaire Flactif que nous vous raconterons. Ça, c'est pour demain.